Ils ont oublié mon nom dans l'annonce. Pas de faute de frappe, pas d'oubli, juste le silence, comme si je n'avais jamais existé. Mais 3 jours auparavant, je me trouvais dans la même salle de réunion, tenant le plan final qui nous avait valu le contrat fédéral de 950 millions de dollars. Je n'avais pas besoin d'applaudissements, j'étais dedans. Je m'appelle Elena Ward, j'ai 65 ans, je suis directrice principale des projets fédéraux ou du moins, c'est ce que dit encore la carte sur mon bureau. Je suis le dernier membre survivant de l'équipe fondatrice d'origine d'Aegis Dominion, une société d'infrastructures technologiques qui a bâti son empire sur des contrats militaires. Et pendant mes nuits blanches pendant plus de 4 décennies j'ai conçu des systèmes que personne d'autre n'osait toucher. J'ai survécu à 5 PDG, à 2 fusions et à un coup d'état actionnarial très discret. Je suis resté quand d'autres ont perdu leur emploi. Je suis resté quand on m'a traité de dépassé. Je suis resté parce que je croyais en ce que nous construisions. Ce contrat était ma dernière étape. Le projet de modernisation du département de la sécurité intérieure n'était pas un simple travail de plus, c'était tout. J'ai écrit la logique fondamentale, structuré le modèle de conformité, formé les analystes juniors qui allaient plus tard se tenir à mes côtés lors du pitch final. Mais lorsque la confirmation est arrivée où nous avons gagné, je n'ai pas été mentionné dans l'annonce. La note interne indique que le projet a été obtenu grâce à un leadership audacieux et à une nouvelle vision stratégique. Une photo de Mark Langston, notre PDG par intérim de 38 ans, était jointe au courriel. Il serrait la main d'une personne que je ne connaissais pas. Aucune mention de qui a conçu le système. Aucune mention de moi. J'ai cliqué sur les diapositives du briefing du DHS que nous avions soumises. Page 10 Architecture et cadre. Hélène Ward. Pas Elena. Pas directrice. Juste Hélène. Pas de titre. Pas de diplôme. Juste un nom mal orthographié qui disparaît dans une note de bas de page. Je l'ai regardé longuement. L'orgueil a un goût différent lorsqu'il est accompagné d'une insulte discrète. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'ils ne m'ignoraient pas seulement, mais qu'ils m'excluaient déjà de ma propre fin. Ils ont organisé une fête le lendemain matin. Serpentin, musique, petit sandwich avec des cure-dents en or. Je me tenais au bord de la salle de conférence, invisible à la vue de tous. Mark Langston était déjà sur scène, habillé plus élégamment que d'habitude dans un costume bleu marine sur mesure, tenant un micro comme s'il était né avec. Derrière lui, l'écran indiquait « Enfin la victoire, Aegis remporte un contrat DHS de 950 millions de dollars ». Il a souri largement et poliment « Cette victoire appartient à vous tous, à la stratégie, à la vision et à l'avenir que nous construisons ensemble. » Aucune mention de mon nom. Pas même un signe de tête dans ma direction. J'ai applaudi doucement, poliment parce que c'est ce que l'on fait quand on a consacré toute sa carrière à quelque chose et qu'on réalise soudain qu'on n'a jamais fait partie de leur version de l'histoire. J'ai balayé la salle du regard. Certains jeunes employés étaient enthousiastes et prenaient des selfies avec le décor en toile de fond. D'autres chuchotaient en me jetant des coups d'œil furtifs. Des regards rapides et gênés comme si j'étais quelqu'un qu'ils avaient étudié en histoire. Comme si j'avais compté autrefois. Quelqu'un s'est finalement approché. « Salut Elena », a dit Jessica, l'une des assistantes de projet que j'avais encadrée l'année dernière. « C'est excitant, non ? Tu dois être si fière. » Le silence avant de dire « fier » m'a fait plus mal que prévu. « Oui », répondis-je avec un sourire crispé. « C'est bon de voir le travail avancer. » Elle ne m'entendit pas. Elle s'était déjà retournée pour saluer Mark, qui serrait la main d'un membre du conseil d'administration incapable de prononcer correctement le mot « infrastructure », même si sa vie en dépendait. Je ne suis pas resté pour le gâteau. Je suis retourné à mon bureau et j'ai fermé la porte derrière moi. Le silence m'enveloppait comme un vieux manteau que je ne voulais plus porter. J'ai ouvert le disque dur interne. La vidéo de présentation que nous avions soumise à la Maison Blanche avait été mise en ligne. Quelqu'un l'avait modifiée pour des besoins de formation interne. Par habitude, j'ai cliqué sur « Play ». J'ai vu l'écran s'illuminer avec nos visuels, nos schémas de structure et nos énoncés de vision. J'avais répété cette présentation pendant des semaines. Je me souvenais exactement de ce que j'avais dit. Je me souvenais des applaudissements dans cette salle de conférence hors site à Washington. Mais dans cette version, mon rôle avait disparu. Disparu. Ils ont supprimé la section dans laquelle j'expliquais le modèle d'évaluation des risques, la section qui a finalement convaincu le DHS de donner son feu vert à notre proposition.
Cela a directement commencé par l'introduction de l'analyste junior et s'est poursuivi jusqu'à la déclaration finale de Marc. Je suis resté immobile. Très immobile. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fulminé. Je l'ai juste regardé une dernière fois, comme si ça changerait si je regardais assez attentivement. Mais ce ne fut pas le cas. La vérité s'est installée tranquillement. Je n'étais pas seulement exclu de la célébration, j'étais aussi effacé de l'histoire. Le pire, ce n'était pas qu'il m'effaçait, c'était que personne ne semblait le remarquer. Ou peut-être que oui. Et c'est ce qui m'a fait le plus mal. Je me suis adossé à mon fauteuil et j'ai regardé les dalles de plafond que j'avais mémorisées après toutes ces années. Elles n'avaient pas changé. Mais l'air était différent. Plus léger. Plus froid. Je ne le savais pas encore, mais ce n'était pas la fin de leur trahison. Ce n'était que le début. 2 jours après la célébration, j'ai été convoqué à une réunion de réalignement. C'est ce que disait l'objet du message. Ni stratégie, ni suivi, ni même retour d'information, juste un réalignement. Je suis entré en m'attendant à une autre vague mise à jour sur le plan de transition, ou peut-être à un compte rendu rapide avec l'équipe financière. Ce que j'ai trouvé à la place, c'était Marc déjà assis à la table de conférence, flanqué d'un responsable RH silencieux que je n'avais jamais rencontré auparavant, et d'une femme que je supposais être du service juridique. Trop jeune pour se souvenir de l'époque où les télécopieurs étaient à la pointe de la technologie, mais assez âgé pour savoir qu'elle était là pour une formalité, pas pour une discussion. Marc se leva et sourit. « Elena, dit-il comme si nous étions de vieux amis. Tout d'abord, merci. Ce que vous avez fait pour cette entreprise, notamment dans le cadre du contrat DHS, est remarquable. Vous avez véritablement établi une référence. » Je suis resté silencieux, attendant le tournant que je savais venir. Il glissa une épaisse enveloppe en papier craft sur la table. Alors que l'entreprise entre dans une nouvelle phase, nous avons restructuré quelques postes de direction afin de mieux répondre aux besoins à venir. Je l'ai ouvert. Mon estomac s'est noué. C'était une baisse de salaire de 52%, effective immédiatement. Sans préavis. Sans négociation. Juste un chiffre froid, sur un ton chaleureux. Vous conserverez votre poste, a poursuivi Marc. Et nous aimerions vous honorer du nouveau titre de consultant senior en héritage. Nous considérons ce rôle comme un rôle profondément respecté et une influence à long terme. Consultant en héritage. J'ai failli rire ou crier, mais je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, j'ai remarqué quelque chose posé sur la table à côté de l'enveloppe, un cadre photo. À l'intérieur, un rendu brillant de l'architecture du système DHS, celle que j'avais rédigée, soigneusement imprimée et montée sous les Movision réalisées. Il me donnait une image de mon propre travail comme si j'étais à la retraite, comme si j'étais mort. Mes mains étaient engourdies lorsque je les ramassais, non pas par gratitude, mais par incrédulité. Puis vint l'insulte finale. La femme avocate s'éclaircit la gorge et déposa doucement un deuxième document devant moi. Pour plus de clarté et de planification future, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir signer cette déclaration indiquant que vous vous retirez de tout rôle opérationnel ou décisionnel lié au déploiement du DHS. J'ai levé les yeux. Vous me demandez de me retirer du projet même que j'ai construit. Non, non, répondit Marc rapidement. Pas de renvoi, juste une transition. Tu resteras impliqué, mais pas à titre exécutif. J'ai hoché lentement la tête, la gorge serrée. Je ne parlais pas. Impossible. Puis je lui ai fait glisser le papier sans le signer. Je vais revoir cela avec mon avocat. Le sourire de Marc s'éclaircit. Bien sûr. Alors que je me levais pour partir, j'ai senti le poids du cadre dans ma main, mon propre travail emballé comme un cadeau d'adieu. Ce retour à mon bureau fut le plus long de ma vie. Chaque pas résonnait de la même vérité qu'on m'avait transmise, un hommage pour des funérailles auxquelles je n'avais pas consenti. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau à 8 heures, comme chaque jour depuis 23 ans. Même routine. Même étage. Même bureau. Mais quelque chose avait changé. La chaleur avait disparu. Non seulement celle des gens, mais aussi celle de l'espace lui-même. C'était comme si les murs avaient appris à m'ignorer aussi. Sur ma plaque indiquait toujours Elena Ward, directrice principale des projets fédéraux, mais personne n'a frappé. Aucun courriel n'est arrivé. Aucune invitation à une réunion. J'ai regardé l'horloge tourner pendant 2 heures de silence avant de réaliser que j'avais été complètement exclu.
Il y avait une réunion stratégique à 10h30. Je l'ai vu sur le calendrier partagé, mais personne ne m'a invité, pas même en tant qu'observateur. Je suis resté un moment près du mur de verre de la salle de conférence, pensant que peut-être quelqu'un me ferait signe d'entrer. Ils ne l'ont pas fait. Marc présentait, pointeur laser à la main, mes diapositives sur l'écran derrière lui. Aucun accusé de réception. Aucune mention. Je suis retourné à mon bureau. Ma boîte de réception était vide, à l'exception d'un article transmis sur le leadership hérité avec un smiley dans la ligne d'objet. L'absurdité m'a fait rire doucement, amèrement. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. Étape, malgré le fait que j'ai vu des représentants de Reynolds dans le bâtiment 3 fois ce mois-ci. Nous devons arrêter cela, ai-je insisté. Thomas semblait troublé. Avec leurs actions combinées, Hélène, Brandon et Ashley contrôlent 65% des droits de vote. Même avec tes 5% et les miens 3%, nous sommes loin d'être en position de blocage. Et les autres membres du conseil d'administration? Ils n'approuveraient sûrement pas une vente à des entreprises qui les attaquent. La plupart d'entre eux font confiance à Hélène, la veuve de Richard, et Reynolds est très doué pour dissimuler leurs véritables intentions lors des négociations. Ils promettent croissance, expansion, maintien de la direction actuelle des mensonges, certes, mais convaincants. J'ai passé les semaines suivantes à essayer de recueillir davantage d'informations tout en m'efforçant de rallier le soutien de la direction. Mais chaque jour qui passait, mon isolement devenait plus total. Mon accès par carte magnétique était restreint à un nombre réduit de zones du bâtiment. Mon assistant a été réaffecté. Même mes collègues de longue date ont commencé à m'éviter dans les couloirs, à l'affût du vent. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée lorsque j'ai essayé d'accéder aux projections financières de l'entreprise pour préparer notre revue trimestrielle. Mes identifiants système avaient été révoqués. Avec l'autorisation de qui, ai-je demandé au responsable informatique. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Ordre du directeur des opérations. Je suis désolé, Morgan. Ce soir-là, alors que j'étais assis seul dans mon bureau, en train de réfléchir à ma démission, mon téléphone s'est allumé avec un SMS de Thomas. Une réunion d'urgence du conseil d'administration est convoquée vendredi matin. Les dirigeants de Reynolds Corp seront présents. Les choses avancent plus vite que prévu. Ils ne dévoilent même pas le véritable ordre du jour à la plupart des membres du conseil avant leur arrivée. J'ai répondu par SMS, est-ce que je pourrais y assister? Sa réponse fut immédiate. Hélène a expressément mentionné que ceci était réservé aux actionnaires et aux membres du conseil d'administration. Je suis désolé, Morgan. Voilà. Dans 3 jours, l'entreprise de mon père serait vendue à des pillards, et je n'aurais même pas le droit d'être présent. Toutes ces années de travail, tous ces rêves d'avenir, tous les employés qui avaient cru en sa vision, tout serait sacrifié à la cupidité de ma belle famille. J'ai quitté le bureau et suis rentré chez moi, hébété, la pluie battant le pare-brise, à la hauteur de mon humeur. La maison, celle de papa, maintenant la mienne, me semblait plus vide que d'habitude tandis que je traversais les pièces obscures. Je n'avais pas beaucoup changé depuis que j'en avais hérité, trouvant du réconfort dans cet environnement familier où résonnaient encore les échos de sa présence. Cette nuit-là, le sommeil me fuyait, je me tournais et me retournais, l'esprit bourdonnant de projets futiles et de regrets amers. Dans l'obscurité de 3 heures du matin, une terrible lucidité m'envahit. J'avais trahi mon père, j'avais échoué à protéger ce qu'il avait bâti, je n'avais pas vu le danger avant qu'il ne soit trop tard. À moins qu'il y ait quelque chose qui m'échappe encore. Le lendemain matin, épuisé par le manque de sommeil mais animé d'une détermination nouvelle, je me suis déclaré malade pour la première fois de ma carrière. J'avais besoin de temps pour réfléchir, loin de l'atmosphère hostile qu'était devenu le bureau. En parcourant la maison de mon père, ma maison désormais, je me suis rendu compte qu'il y avait un endroit que j'évitais depuis sa mort, son bureau. La porte grinça lorsque je l'ouvris, soulevant des grains de poussière dansant dans la lumière matinale. Tout était resté exactement comme il l'avait laissé le matin précédent, les papiers soigneusement empilés, son stylo plume préféré parfaitement parallèle à son bureau en cuir, le fauteuil en cuir usé parfaitement incliné. Dans les mois qui avaient suivi les funérailles, je n'avais pas eu le courage de trier ces vestiges de son quotidien. Assis sur sa chaise, je passais mes doigts sur le bureau en acajou lisse où il avait travaillé jusque tard dans la nuit. Que ferait-il à ma place? Il n'aurait jamais laissé les choses se dégrader à ce point, me reprochait une voix intérieure. Mais une autre voix, plus bienveillante, me rappelait qu'il avait lui-même affronté des crises professionnelles et qu'il avait toujours trouvé des solutions inattendues.
Regarde plus en profondeur, me disait-il lors de nos séances de résolution de problèmes. La réponse est rarement superficielle. Ce bureau ancien était dans notre famille depuis 3 générations, c'était une pièce imposante avec des dizaines de petits tiroirs et compartiments. Mon père adorait son savoir-faire et son histoire. J'ai commencé à ouvrir les tiroirs méthodiquement, sans savoir exactement ce que je cherchais, mais avec le besoin de me connecter à son raisonnement. La plupart contenaient ce qu'on pourrait attendre, des fournitures de bureau, des chemises, des cartes de visite. Mais en ouvrant le tiroir du bas à droite, j'ai senti quelque chose d'anormal. Le tiroir semblait moins profond qu'il n'aurait dû l'être, compte tenu des dimensions du bureau. J'ai tout retiré, puis je me suis appuyé contre le fond en bois, me souvenant que papa m'avait montré un jour que les vieux meubles contenaient souvent des compartiments cachés. D'un léger clic, un double fond se détacha, révélant un espace étroit en dessous. À l'intérieur se trouvait une enveloppe couleur crème portant mon nom écrit de la main caractéristique de mon père. Sous mon nom, des instructions à ouvrir le jour où ils essaieront de tout vous prendre. Mes mains tremblaient lorsque j'ai brisé le sceau et déplié la lettre à l'intérieur. Mon cher Morgan, commençait-il, et je pouvais presque entendre sa voix lire les mots. Si tu lis ceci, alors mes craintes se sont confirmées, et Hélène et ses enfants ont révélé leurs véritables intentions envers toi et l'entreprise. J'espérais qu'avec le temps, de véritables liens familiaux se tisseraient, mais j'ai observé comment ils interagissent avec toi lorsqu'ils pensent que personne ne les observe. Leur gentillesse est performative, leur intérêt pour tes idées dédaigneux. J'ai observé des schémas similaires dans leurs autres relations et affaires. Bien que j'ai toujours cherché à voir le meilleur chez les gens, je ne suis pas naïf. Le contrat de mariage que j'ai signé avec Hélène protégeait mes biens existants, mais imposait des dispositions testamentaires pour elle et ses enfants. Ce qui semble se produire actuellement correspond exactement à ce à quoi je m'attendais. Morgan, vous êtes le véritable héritier de Bennett Technologies, non seulement par le sang, mais aussi par l'esprit et les compétences. Vous comprenez qu'une entreprise ne se résume pas à des bilans et des marges bénéficiaires. Ce sont des personnes, des idées et une raison d'être. C'est pourquoi j'ai fait en sorte que vous héritiez de ce qui compte le plus, le contrôle. Contactez immédiatement Laurence Geller, du cabinet Geller & Associates. Il détient les documents établissant une fiducie sans droit de regard détenant 51% des actions avec droit de vote de Bennett Technologies. Vous êtes l'unique bénéficiaire de cette fiducie, dont le contrôle total sera activé dès la remise de cette lettre à Geller. J'ai structuré la propriété de cette façon pour 2 raisons. Premièrement, pour protéger l'entreprise de la situation à laquelle vous êtes confronté. Deuxièmement, et surtout, pour vous donner le temps de progresser vers un leadership par vos propres mérites, et non par héritage. Je vous ai vu exceller dans chaque défi, j'ai constaté votre dévouement envers nos employés et vos brillantes innovations. Vous avez largement prouvé que vous étiez prêt. Rappelez-vous ce que je vous ai toujours dit, la véritable propriété ne se résume pas à des documents juridiques. C'est une question de vision, de responsabilité et de cœur. Vous avez toujours été propriétaire de Bennett Technologies de la manière qui compte vraiment. Il est temps maintenant de l'officialiser. Avec tout mon amour et ma confiance, papa. J'ai lu la lettre 3 fois, les larmes aux yeux, des larmes de soulagement, de justification, de chagrin pour le père qui m'avait protégé même au-delà de la mort. Il savait. Il avait percé leur façade et s'était préparé à ce moment. Les mains encore tremblantes, j'ai appelé le bureau de Laurence Geller, qui m'a répondu qu'il était au tribunal toute la journée. J'ai laissé un message urgent, puis j'ai arpenté la maison, la lettre serrée dans ma main, oscillant entre exaltation et anxiété. Et s'il y avait une faille juridique? Et si la fiducie n'était pas correctement établie? Et s'il était trop tard pour empêcher l'affaire Reynolds? À 19h30 ce soir-là, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Morgan, ici Laurence Geller. Je viens de recevoir votre message. Vu ce que vous avez décrit, je pense que nous devrions nous voir ce soir plutôt que d'attendre demain matin. Pouvez-vous venir chez moi? Ce n'est pas un sujet que nous devrions aborder au téléphone. 1 heure plus tard, j'étais assis dans le bureau tapissé de livres de Geller tandis qu'il ouvrait un coffre-fort caché derrière un tableau apparemment une solution de rangement populaire parmi les hommes de ma vie. Il en sortit une épaisse chemise estampillée Bennett Trust et la posa sur le bureau entre nous. Votre père a créé ce trust il y a 5 ans, expliqua Geller en ouvrant le dossier. Il y a transféré 51% de ses actions, avec des instructions claires concernant la succession. L'accord était parfaitement légal, mais intentionnellement gardé confidentiel. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé après sa mort, ai-je demandé.
Les conditions étaient précises. Vous ne deviez être informé que lorsque vous présentiez sa lettre ou si certains événements déclencheurs se produisaient, comme une tentative de vente de l'entreprise sans procédure d'examen appropriée par le conseil d'administration. Il m'a glissé plusieurs documents. Ces documents établissent votre participation majoritaire, effective dès votre signature et la réunion d'urgence du conseil d'administration prévue vendredi. En déposant ces documents dès demain matin, vous serez non seulement autorisé à y assister, mais vous pourrez aussi en contrôler l'issue. Il m'a adressé un sourire rare. Richard parlait souvent de toi, Morgan. Il avait une confiance absolue en ta capacité à diriger Bennett Technologies. Il voulait juste que tu aies d'abord la chance de t'imposer par tes propres moyens. En signant les documents, j'ai senti le poids de la responsabilité peser sur mes épaules. Il ne s'agissait pas seulement de contrecarrer les plans de ma belle famille ou de sauver l'entreprise de Reynolds Corporation. Il s'agissait d'honorer l'héritage de mon père en dirigeant avec la même intégrité et la même vision dont il avait fait preuve. Il y a encore une chose, dit Geller en me tendant un dernier document. Votre père a enregistré une déclaration vidéo destinée au conseil d'administration si une telle situation se présentait. Le fichier numérique est conservé en toute sécurité dans mon cabinet. J'ai quitté la maison de Geller vers minuit, l'esprit en ébullition. J'avais moins de 36 heures pour me préparer à la confrontation la plus importante de ma vie. Mais pour la première fois depuis la mort de mon père, j'ai senti sa présence non pas comme un simple souvenir, mais comme une force qui veillait toujours sur moi, qui croyait toujours en moi. Et je n'allais pas le décevoir. J'ai à peine dormi cette nuit-là, mon esprit naviguant entre scénario et stratégie. À l'aube, j'étais à la table de ma cuisine avec une cafetière fraîche et un bloc-notes, en train d'élaborer ma stratégie. Ce ne serait pas aussi simple que d'aller au conseil d'administration et de déclarer ma propriété. J'avais besoin de preuves, d'alliés et de preuves irréfutables des projets de ma belle famille. J'ai d'abord appelé Thomas Wright. J'ai besoin de vous voir avant le travail. C'est urgent. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant tranquille, loin du bureau, où j'ai glissé les documents de Geller sur la table. Thomas les a parcourus, ses sourcils haussant à chaque page. Richard, espèce de salaud magnifique, murmura-t-il finalement en me regardant avec un sourire. Il les a tous surpassés. Tu savais ça? Non, mais ça ne me surprend pas. Ton père avait toujours 10 coups d'avance. Il tapota pensivement les documents. Ça change tout. Mais il faut être stratégique. Si Hélène est au courant avant la réunion, elle trouvera un moyen de vous bloquer. C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide et de celle de Diana. Après le petit déjeuner, j'ai appelé Diana et lui ai demandé de nous retrouver chez Thomas pour le déjeuner. Sa réaction à la nouvelle a été identique à celle de Thomas, le choc suivi d'une joie justifiée. Je savais que quelque chose clochait dans la façon dont il te traitait, dit-elle. Richard ne t'aurait jamais laissé sans autorité dans l'entreprise. Avec mes 2 plus fidèles alliés à bord, nous avons réparti les responsabilités. Thomas recueillerait discrètement des données financières complètes démontrant la valeur réelle de l'entreprise par rapport à ce que Reynolds proposait, information jusqu'alors cachée à la plupart des membres du conseil d'administration. Diana rassemblerait les preuves de la campagne systématique menée par ma belle famille pour me discréditer et me pousser à la sortie. Ma tâche était peut-être la plus difficile. Il me fallait comprendre précisément ce qu'impliquait l'accord avec Reynolds Corp et comment il porterait préjudice à Bennett Technologies. J'ai besoin d'accéder aux documents de fusion, leur ai-je dit. Diana halta. Ils sont gardés dans le plus grand secret. Même moi, je ne les ai pas vus, mais je crois savoir qui les a. Thomas a dit, Zachary Miller, du service informatique, a installé le serveur sécurisé où ils sont stockés. Il a toujours été fidèle à ton père. Zachary avait rejoint l'entreprise comme stagiaire à l'époque où mon père était jeune et avait gravi les échelons jusqu'à diriger notre division cybersécurité. Il m'a appris à coder au lycée, m'expliquant patiemment les concepts jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent. Si quelqu'un pouvait m'aider à accéder à des documents confidentiels sans déclencher d'alerte, c'était bien lui. J'ai trouvé Zachary à son endroit habituel, la cafétéria de l'entreprise à 14h30, bien après l'heure de pointe du déjeuner, en train de savourer un sandwich tardif tout en lisant de la science-fiction sur sa tablette. Ça te dérange si je me joins à toi, demandai-je en me glissant sur le siège en face de lui avant qu'il puisse répondre. Son regard parcourut nerveusement la cafétéria presque vide. Morgan, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Brandon a été très clair sur le fait de limiter les contacts avec toi. C'est justement pour ça que je suis là. J'ai parlé à voix basse.
Je sais qu'ils nous ont caché des choses, à Zach et moi. Des choses importantes concernant l'avenir de l'entreprise de papa. Je ne peux pas discuter. Tu savais qu'il vendait à Reynolds Corporation, son sandwich s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Comment as-tu? J'ai mes sources. Ce que tu ignores peut-être, c'est que Reynolds a l'habitude de détruire les entreprises qu'il acquiert. Ce n'est pas une fusion, Zach, c'est une exécution d'entreprise. Je lui ai montré des articles sur les précédentes acquisitions de Reynolds sur mon téléphone, les licenciements, les démantèlements d'actifs, les faillites qui ont suivi. Votre service serait parmi les premiers à être supprimé, lui ai-je dit. Reynolds externalise toutes ses fonctions informatiques pour réduire ses coûts. Je voyais le conflit dans son expression. Que veux-tu de moi, Morgan? J'ai besoin de voir les documents de fusion. Les vrais, pas la version édulcorée qu'il présente au conseil d'administration. Il hésita, puis soupira. Je pourrais perdre mon travail. Vous perdrez certainement votre emploi si Reynolds prend le relais. Cette nuit-là, après que la plupart des employés soient partis, Zachary m'a donné accès à un terminal sécurisé dans une salle de serveur rarement utilisée. Vous avez 2 heures avant la fin de la maintenance des journaux système, a-t-il averti. Après cela, les enregistrements d'accès seront mis à jour automatiquement. Ce que j'ai découvert dans ces dossiers a confirmé mes pires craintes. La fusion était en réalité une acquisition complète, avec un plan de mise en œuvre en 3 phases. La première phase a conservé l'apparence de Bennett Technologies en tant qu'entité distincte tout en transférant les droits de propriété intellectuelle aux filiales de Reynolds. La deuxième phase a remplacé le personnel clé, y compris chaque membre de mon équipe créative, par des employés de Reynolds. La troisième phase a entièrement dissous la structure initiale de l'entreprise, transférant tous les actifs de valeur restants à Reynolds et abandonnant la structure originale. Les accords personnels annexes étaient particulièrement choquants. Hélène recevrait 5 millions de dollars d'honoraires de conseil pour faciliter la transaction. Brandon se voyait garantir un poste de vice-président senior chez Reynolds avec une augmentation de salaire substantielle. Même Ashley avait négocié un accord, elle conserverait les droits exclusifs sur les réseaux sociaux et les listes de clients de l'entreprise, qu'elle pourrait ensuite vendre à ses concurrents. J'ai tout téléchargé sur un disque dur crypté, ma colère grandissant à chaque document. Ce n'était pas seulement une question de travail. C'était une trahison envers tout ce que mon père avait construit, et envers tous ceux qui l'avaient aidé à le construire. Le lendemain matin, j'ai rencontré Laurence Geller pour examiner toutes les preuves que nous avions recueillies. C'est largement suffisant pour bloquer la fusion, a-t-il confirmé. Le conseil d'administration a une responsabilité fiduciaire envers les actionnaires, que ces accords annexent violent clairement. Et ma belle famille? Peut-elle être démise de ses fonctions? Avec votre participation majoritaire, oui. Mais je vous conseille la prudence. Une approche trop agressive pourrait entraîner des complications juridiques. Concentrons-nous d'abord sur l'arrêt de l'accord Reynolds et l'établissement de votre contrôle. Des changements de direction pourront suivre en temps voulu. Nous avons passé des heures à préparer les documents officiels affirmant ma propriété et m'opposant à la fusion. Geller m'a accompagné sur la terminologie juridique à utiliser et les procédures spécifiques de convocation au vote. À l'approche du soir, le doute commença à s'installer. Malgré toute notre préparation, je me retrouverais seul face à ma belle famille dans cette salle de réunion où les mêmes personnes qui m'avaient systématiquement miné et exclu pendant des mois, des personnes qui croyaient qu'elles étaient sur le point d'obtenir un salaire énorme aux dépens de l'entreprise. Et s'ils refusent de reconnaître les documents de fiducie, demandai-je à Geller. Et s'ils trouvaient une manœuvre légale pour me bloquer? C'est pourquoi je t'accompagnerai demain, dit-il fermement. Ton père m'a généreusement payé pour que ses volontés soient respectées. Je n'ai pas l'intention de le décevoir. Ce soir-là, seul chez mon père, je me trouvais dans son bureau, tenant la lettre qui avait tout changé. Demain allait déterminer non seulement mon avenir, mais celui de centaines d'employés qui dépendaient de Bennett Technologies. Mon père m'avait préparé à ce moment, mais c'était à moi de franchir la dernière étape, seul. J'espère que je suis prêt, papa, murmurai-je dans la pièce vide. Le silence qui me répondit ressemblait à une confirmation. Vendredi matin, l'aube était claire et lumineuse, contrastant fortement avec la tempête qui grondait en moi. Je m'étais habillé avec un soin particulier, le tailleur bleu marine préféré de mon père, les boucles d'oreilles en perles qu'il m'avait offertes pour ma remise de diplôme, les cheveux tirés en arrière en un chignon élégant et sérieux. Quand je me suis regardé dans le miroir, je n'ai pas seulement vu moi-même, mais aussi des aperçus de lui, la mâchoire déterminée,
la concentration lucide qui avait intimidé d'innombrables partenaires de négociation. Jour de match, 10 jeux à mon reflet. Laurence Geller m'a rencontré dans le hall du siège de Bennett Technologies à 8h30 du matin, ressemblant en tout point à un avocat de haut rang dans son costume sur mesure et portant une mallette en cuir qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Prêt ? Demanda-t-il. Comme je le serai toujours. Le trajet en ascenseur jusqu'à l'étage exécutif m'a semblé interminable. Lorsque les portes se sont enfin ouvertes, j'ai aperçu Thomas qui attendait près de la salle de réunion, l'air soigneusement neutre, de peur d'être observé. Ils sont tous à l'intérieur, murmura-t-il à notre approche. Reynolds a envoyé 3 cadres. Hélène les charme depuis un quart d'heure. Les membres du conseil d'administration sont pour la plupart perplexes. On ne leur a dit que ce matin qu'il s'agissait d'une fusion potentielle. Tous les détails n'ont pas été communiqués. À la porte de la salle de réunion, j'ai pris une profonde inspiration, j'ai fait un signe de tête à Geller et j'ai attrapé la poignée, pour finalement trouver mon chemin bloqué par la silhouette imposante de Brandon alors qu'il sortait, les yeux plissés à ma vue. Morgan, c'est une surprise. Vraiment ? Je travaille toujours ici. Mais cette réunion est réservée aux membres du conseil d'administration et aux actionnaires. Sa voix était suffisamment forte pour être entendue par ceux qui étaient présents, ce qui consolidait son autorité. Je gardais une expression neutre malgré la colère qui montait en moi. Je suis parfaitement conscient du but de cette réunion, Brandon. Alors vous comprenez pourquoi vous n'êtes pas invité. Son sourire narquois était subtil mais évident tandis qu'il s'approchait pour bloquer physiquement la porte. Désolé, c'est réservé aux actionnaires. Cet instant cristallisa tout, les mois de manque de respect, l'exclusion systématique, le complot visant à vendre l'héritage de mon père à des fins personnelles. Mais au lieu de la rage que je m'attendais à ressentir, un calme étrange s'installa en moi. J'avais quelque chose que Brandon ignorait, quelque chose qui changeait tout. J'ai souri et sorti mon téléphone. Le moment idéal pour annoncer à qui appartient réellement cette entreprise. La confusion qui traversa son visage était incalculable. Avant qu'il puisse répondre, Geller s'avança et lui tendit une carte de visite. Laurence Geller, de Geller & Associates. Je représente Mademoiselle Bennett en sa qualité d'actionnaire majoritaire de Bennett Technologies par l'intermédiaire du Richard Bennett Trust. Nous sommes ici pour la réunion du conseil d'administration. Le visage de Brandon rougit. De quoi tu parles ? Il n'y a pas de fiducie. J'ai vu le testament. Vous devriez peut-être vérifier auprès de votre service juridique, répondit Geller d'un ton posé. La documentation a été déposée auprès de la SEC ce matin. Pendant un moment, j'ai pensé que Brandon pourrait réellement essayer de nous empêcher physiquement d'entrer, mais Thomas a choisi ce moment pour intervenir. Y a-t-il un problème ici ? A-t-il demandé, son autorité de directeur financier évidente dans son ton. Brandon hésita, puis s'écarta avec mauvaise grâce. C'est inhabituel. Maman ne sera pas contente. J'y compte, répondis-je doucement en passant devant lui pour entrer dans la salle de réunion. La conversation s'interrompit brusquement lorsque les têtes se tournèrent vers notre entrée. Hélène était assise au bout de la table la chaise de mon père, entourée de 3 hommes en costume coûteux qui ne pouvaient être que des dirigeants de Reynolds Corporation. Ashley était assise à côté, l'air ennuyé, jusqu'à ce qu'elle m'aperçoive, son expression se transformant en inquiétude. Morgan, dit Hélène avec une douceur artificielle, c'est une réunion à huis clos, ma chère. Brandon ne l'a peut-être pas précisé. Il l'a fait, répondis-je en restant debout tandis que Geller posait sa mallette sur la table, mais il se trouve que j'ai parfaitement le droit d'être ici. L'un des dirigeants de Reynolds regarda sa montre avec impatience. Madame Bennett, nous devrions peut-être reporter la réunion si nous avons des questions internes à régler en premier. Ce ne sera pas nécessaire, monsieur Reynolds, ai-je interrompu avant qu'Hélène ne puisse répondre. En fait, votre présence tombe à point nommé, car il y a des informations cruciales concernant Bennett Technologies que vous devriez connaître avant que les discussions ne se poursuivent. Morgan, ça suffit, la voix d'Hélène perdit son ton mielleux. Tu interromps une réunion d'affaires importante. La sécurité t'escortera si nécessaire. Geller saisit ce moment pour intervenir et distribua des dossiers à chaque personne présente à la table. Avant d'appeler la sécurité, je vous suggère de consulter ces documents. Ils établissent Madame Morgan Bennett comme actionnaire majoritaire de Bennett Technologies par l'intermédiaire du Richard Bennett Trust, qui détient 51% des actions avec droit de vote. La salle s'emplit de murmures confus lorsque les membres du conseil ouvrirent les dossiers.
Hélène s'empara du sien et en feuilleta les pages avec une agitation croissante. C'est impossible, déclara-t-elle finalement. Richard m'a laissé 40% de l'entreprise. J'ai la volonté. Le testament ne distribuait que 49% des actions de la société, expliqua Geller calmement. La participation majoritaire était déjà détenue en fiducie, avec des instructions précises concernant la succession. Pendant que les membres du conseil digéraient cette information, je me suis dirigé vers le centre de la pièce, attirant l'attention d'une manière que j'avais vu mon père faire d'innombrables fois. Mon père, Richard Bennett, a créé cette fiducie il y a 5 ans pour assurer la stabilité et le succès à long terme de l'entreprise. Il m'a désigné bénéficiaire non seulement parce que je suis sa fille, mais aussi parce que je partage sa vision de ce que Bennett Technologies peut et doit être. J'ai sorti la lettre de mon père de mon portefeuille et je l'ai brandie. J'aimerais te lire un extrait d'une lettre qu'il m'a laissée à ouvrir, selon ses propres termes, le jour où ils ont essayé de te prendre tout. La salle devint silencieuse tandis que je lisais le passage le plus pertinent. Morgan, vous êtes le véritable héritier de Bennett Technologies, non seulement par le sang, mais aussi par l'esprit et les compétences. Vous comprenez qu'une entreprise est bien plus que des bilans et des marges bénéficiaires, c'est. En tant qu'actionnaire majoritaire, j'ai établi cet accord non par méfiance, mais par prudence et par amour pour ma fille, pour cette entreprise et pour tous ceux qui ont contribué à sa construction. Il m'a expliqué le raisonnement derrière cette structure fiduciaire, sa confiance en mes compétences et ses attentes quant à l'avenir de l'entreprise. Puis, avec la franchise qui caractérisait son style de leadership, il aborda le sujet crucial. À Hélène, Brandon et Ashley, j'ai généreusement prévu votre avenir dans mon testament, espérant que vous honoreriez la mission de l'entreprise et soutiendriez la direction de Morgan. Si cette vidéo est diffusée, vous avez choisi une autre voie. C'est votre droit, mais cela ne peut et ne remplacera pas ma décision concernant la succession. Morgan contrôle désormais Bennett Technologies. Je vous suggère de trouver un moyen de collaborer pour le bien de tous. La vidéo s'est terminée, laissant derrière elle un silence pesant. Hélène fixait l'écran vide, son air calme se fissurant, révélant un véritable choc. Je me suis dit qu'elle ignorait peut-être l'existence de cette fiducie, que mon père avait décelé chez elle quelque chose que j'avais été trop jeune et trop impatient de montrer à ma famille. Arthur Reynolds fut le premier à se reprendre, fermant son dossier et faisant signe à ses collègues, il semble que nous ayons été induits en erreur quant à l'autorité décisionnelle chez Bennett Technologies. Dans ces circonstances, nous retirons notre proposition. Une sage décision, ai-je répondu, même si je soupçonne que le Conseil l'aurait rejeté de toute façon, maintenant qu'il en comprend les véritables implications. Alors que l'équipe de Reynolds rassemblait ses documents pour partir, je me suis adressé officiellement au Conseil d'administration. Je propose que nous rejetions toute discussion de fusion ou d'acquisition avec Reynolds Corporation et que nous réaffirmions le statut d'entité indépendante de Bennett Technologies. Thomas a immédiatement appuyé la motion. En tant qu'actionnaire majoritaire, ai-je poursuivi, j'appelle au vote. Le résultat a été unanime, même ma belle famille s'abstenant plutôt que de voter contre une petite victoire de la raison, voire de la réconciliation. À la fin de la réunion, les membres du conseil d'administration se sont approchés pour me féliciter ou me poser des questions sur mes projets. Tout au long de la réunion, j'ai conservé le calme professionnel dont mon père avait toujours fait preuve, même lorsque l'euphorie et la justification m'envahissaient. Brandon et Ashley sont partis sans m'adresser la parole, mais Hélène est restée jusqu'à ce que nous soyons presque seuls dans la salle de réunion. « Tu crois avoir gagné » dit-elle doucement. Il ne s'agissait pas de gagner, Hélène. Il s'agissait de protéger ce que papa avait construit. Richard m'a toujours sous-estimé, répondit-elle avec un sourire amer, et t'a toujours surestimé. On verra combien de temps tu garderas le contrôle quand tu devras diriger une entreprise au lieu de te contenter de jouer avec la conception de produits. Elle sortit avec toute sa dignité, mais ses paroles restèrent en suspens. La confrontation était terminée, mais le véritable défi ne faisait que commencer. J'avais conquis ma place à la tête de Bennett Technologies. Il me fallait maintenant prouver que je la méritais. Les heures qui ont suivi la réunion du conseil d'administration se sont écoulées dans un tourbillon d'activités. La nouvelle de la révélation de l'actionnariat s'est répandue à une vitesse fulgurante dans l'entreprise, transformant l'atmosphère tendue et secrète des derniers mois en un bourdonnement d'excitation spéculative. Je me suis isolé dans l'ancien bureau de mon père, mon bureau actuel avec Thomas, Diana et Geller pour répondre aux préoccupations immédiates. Hélène a déjà rangé ses affaires personnelles, a annoncé Thomas après un rapide coup d'œil dans le bureau de la présidente. Brandon et Ashley font de même. Est-ce qu'il démissionne, demandai-je,
surpris par la rapidité de leur retrait. Pas officiellement, mais ils font une déclaration. Ils s'attendront à ce que vous les licenciez. J'y ai réfléchi. Laissez-les mijoter pour le week-end. Nous avons des choses plus urgentes à régler. Ces questions urgentes comprenaient un courrier électronique à l'échelle de l'entreprise expliquant le changement de direction, des courriers électroniques rassurants à nos plus gros clients et une session d'urgence avec notre équipe de relations publiques pour se préparer à une éventuelle attention médiatique. En fin d'après-midi, je rencontrai les chefs de service pour assurer la continuité et apaiser les craintes concernant la sécurité de l'emploi. La fusion est exclue, leur ai-je dit fermement. Il n'y aura ni licenciement, ni restructuration pour réduire les coûts. Bennett Technologies restera indépendante et fidèle à la vision de mon père. La plupart semblaient prudemment optimistes, même si j'ai remarqué l'expression circonspecte de ceux qui s'étaient ralliés à la faction de Brandon. J'ai tenu à m'adresser directement à eux. Je comprends la loyauté, ai-je dit à l'un d'eux, mais je me préoccupe de l'avenir de l'entreprise, pas de mes comptes personnels. Votre performance déterminera votre place ici, rien d'autre. À l'approche du soir, je me suis retrouvé seul dans le bureau de mon père, essayant d'assimiler l'ampleur de ce qui s'était passé. Les documents de la fiducie étaient éparpillés sur le bureau, ainsi que les rapports préliminaires sur la véritable situation financière de l'entreprise, que Thomas avait conservé séparément des versions qu'Hélène avait communiquées au conseil d'administration. Un coup frappé à la porte interrompit mes pensées. C'était Diana, manteau sur le bras, qui rentrait visiblement chez elle, mais qui voulait d'abord prendre des nouvelles. « Quelle journée » dit-elle en souriant. « Comment vas-tu ? » Je suis encore en train de digérer, ai-je admis. Ce n'est pas encore tout à fait réel. Eh bien, les courriels et les appels que je reçois des employés sont bien réels. Les gens sont soulagés, Morgan. Des rumeurs circulent sur l'accord avec Reynolds depuis des semaines, et personne n'a été dupe des termes de la fusion. À quel point le moral était-il devenu mauvais ? C'était déjà assez pénible que plusieurs développeurs clés mettent à jour leur CV. Votre père a bâti une culture où chacun se sentait valorisé. Cette culture s'est érodée depuis. Depuis sa mort, ai-je terminé. Depuis qu'Hélène et Brandon ont pris le relais. Diana hocha la tête. La question que tout le monde se pose maintenant, c'est, que se passera-t-il lundi ? C'était une question légitime, à laquelle je devais répondre, tant pour moi que pour l'entreprise. Lundi, on commence la reconstruction. J'aurai besoin de ton aide pour ça. Après son départ, je suis resté à mon bureau, préparant les plans de ma première semaine officielle en tant qu'actionnaire majoritaire. La décision la plus urgente était de nommer un PDG par intérim, un rôle que je n'étais pas prêt à assumer moi-même, malgré ma participation majoritaire. Après mûre réflexion, j'ai proposé à Thomas d'accepter ce poste. Ses décennies d'expérience et son intégrité incontestable ont fait de lui le soutien idéal pour que je trouve mes marques. En attendant de définir la structure de direction permanente, lui ai-je dit lorsqu'il a accepté. J'ai beaucoup à apprendre avant d'envisager ce poste. Votre père approuverait votre prudence, m'assura-t-il. Le week-end s'est déroulé dans un tourbillon de préparatifs et de planification. Lundi matin, j'avais un programme clair et la détermination de le mettre en œuvre. Le premier test est arrivé immédiatement. Hélène, Brandon et Ashley ne se sont pas présentés au travail, seule Hélène ayant pris la peine d'envoyer un courriel officiel annonçant un congé prolongé. La réaction du conseil a été mitigée. Certains membres se sont inquiétés de l'image d'un changement de direction aussi brutal, tandis que d'autres semblaient soulagés que la tension familiale ne domine plus les réunions. Ils essaient de vous forcer la main, a observé Thomas, soit de vous faire licencier et de risquer des poursuites pour licenciement abusif, soit de les supplier de revenir et de saper votre autorité. Alors décevons-les, ai-je répondu. Documentons leur absence, suivons les protocoles RH à la lettre, mais sinon, faisons comme si c'était exactement ce à quoi nous nous attendions. Au fil des semaines, j'ai instauré un nouveau rythme chez Bennett Technologies. Les matinées commençaient par des réunions de direction consacrées à la préparation de la fusion avec Reynolds et à la réorientation vers la croissance. L'après-midi, je rencontrais différents services, rétablissant ainsi les canaux de communication ouverts qui avaient autrefois caractérisé mon père. La réaction des employés fut prudemment positive. Nombre d'entre eux se souvenaient de mes années de gravissement des échelons et appréciaient que je connaisse personnellement leurs défis. D'autres, notamment ceux embauchés pendant le bref mandat d'Hélène, étaient plus hésitants, attendant de voir s'il s'agissait d'un nouveau changement de pouvoir temporaire. Mon premier défi le plus important est venu d'une source inattendue. Au cours de ma deuxième semaine,
j'ai découvert qu'Ashley avait systématiquement téléchargé des informations et des stratégies de communication client avant son départ, un acte d'espionnage industriel qui aurait pu nous porter un préjudice considérable si ces informations parvenaient à la concurrence. Après avoir consulté un conseiller juridique, j'ai pris la difficile décision de poursuivre l'affaire en justice. Nous avons envoyé une mise en demeure et menacé de poursuites judiciaires si les documents n'étaient pas restitués et toutes les copies détruites. La réaction d'Ashley fut immédiate et virulente, une campagne sur les réseaux sociaux me dépeignant comme le méchant qui avait volé la place légitime de sa mère au sein de l'entreprise par des escroqueries juridiques. Ces publications ont gagné en popularité auprès de ses abonnés, créant une petite crise de relations publiques qui a détourné l'attention de nos efforts de reconstruction. Laissez-moi gérer ça, a conseillé Diana. Une réponse directe de votre part ne ferait qu'attiser le feu. Elle a rédigé une déclaration publique mesurée soulignant l'importance accordée par l'entreprise à l'innovation et au service, tandis que notre équipe juridique recueillait discrètement les preuves du vol de données d'Ashley. Face à ces preuves, l'avocat d'Ashley lui a recommandé d'accéder à nos exigences et de cesser ses attaques publiques. La crise s'est apaisée, mais la douleur personnelle a persisté. Je pensais vraiment qu'elle était différente d'eux, ai-je avoué à Thomas lors d'un dîner de travail tardif. Quand nous étions plus jeunes, avant tout ça, elle semblait parfois réellement désirer une relation de sœur. Le pouvoir et l'argent changent les gens, a-t-il répondu, ou plus précisément, ils révèlent les véritables priorités des gens. Pendant ce temps, je me concentrais sur ce qui avait toujours été mon point fort, l'innovation produit. Le département créatif que j'avais créé était démoralisé après des mois de rejet d'idées et de coupes budgétaires. Je me suis investi pour raviver leur enthousiasme et relancer le développement de notre plateforme de sécurité financière nouvelle génération, abandonnée sous la direction de Brandon. Nous mettons en œuvre le projet Phoenix, ai-je annoncé lors d'une réunion générale, 6 semaines après ma prise de fonction. L'architecture de sécurité améliorée que nous développons depuis 18 mois deviendra notre nouveau produit phare. Ce nom était délibéré, un symbole de la renaissance de l'entreprise sur les cendres de ce qui aurait pu être. Ce projet était ma passion avant la mort de mon père, combinant une technologie de chiffrement révolutionnaire à des interfaces conviviales susceptibles de révolutionner la protection des données financières des petites et moyennes entreprises. Brandon l'avait jugé trop ambitieux et peu commercialisable, réorientant ses ressources vers des améliorations plus progressives, plus faciles à intégrer dans la vente de Reynolds. Désormais, avec un soutien et un financement adéquat rétablis, l'équipe de développement s'est attaquée aux défis restants avec une vigueur renouvelée. Bien sûr, tout ne s'est pas déroulé sans heurts. Certains jours, je me suis retrouvé submergé par le volume de décisions exigeant mon attention. D'autres fois, le syndrome de l'imposteur m'a frappé sans prévenir, me poussant à me demander si j'avais réellement les compétences nécessaires pour diriger une entreprise de cette taille et de cette complexité. Au cours d'une semaine particulièrement difficile, lorsqu'un client important a menacé de partir et que des problèmes de production ont retardé la sortie d'un logiciel, je me suis retrouvé seul dans mon bureau tard le soir, à contempler la photo de mon père accrochée au mur. Je ne sais pas si j'y arriverai, papa, ai-je murmuré. Mais le lendemain matin, j'ai trouvé des solutions aux 2 crises, en m'appuyant sur des ressources dont j'ignorais l'existence. Le client est resté. Le logiciel a été livré. Et j'ai découvert que le leadership ne consistait pas à avoir toutes les réponses, mais à créer un environnement où les problèmes pouvaient être résolus collectivement. 2 mois après la confrontation au conseil d'administration, nous avons remporté notre première victoire majeure. La démonstration de la plateforme Phoenix lors de la National Financial Security Conference a suscité un engouement extraordinaire, les analystes du secteur saluant son approche innovante et sa facilité de mise en œuvre. Les commandes ont afflué, confirmant ma confiance dans le produit et dans l'équipe qu'il avait créé. C'est ce que Richard a toujours imaginé, m'a confié Thomas alors que nous célébrions avec l'équipe de développement. Pas seulement des produits à succès, mais des innovations qui améliorent véritablement le fonctionnement des entreprises. Alors que l'entreprise se stabilisait et reprenait son essor, j'ai progressivement surmonté les conséquences émotionnelles de la confrontation avec ma belle famille. Brandon a finalement présenté sa démission officielle, acceptant un poste chez un concurrent qui n'a pas abouti. Hélène a tenté une transaction, que j'ai approuvée après mûre réflexion et consultation du conseil d'administration. Elle a racheté ses actions à leur juste valeur marchande afin d'apaiser les tensions persistantes lors des réunions du conseil. « Tu es sûr de ça ?» a demandé Geller lorsque je lui ai demandé de préparer le contrat. « Tu ne lui dois rien. » « Il ne s'agit pas de savoir ce que je lui dois, ai-je expliqué. Il s'agit de libérer l'entreprise d'une influence néfaste et de nous permettre à tous d'aller de l'avant.
La confirmation la plus significative est survenue 6 mois après ma prise de fonction, lorsque j'ai présenté nos résultats trimestriels au conseil d'administration. Le chiffre d'affaires était en hausse de 22% par rapport à l'année précédente. Notre taux de fidélisation client était passé de 78% à 94%. La satisfaction des employés était revenue à son niveau d'avant Hélène, et la plateforme Phoenix dépassait de près de 30% les prévisions de vente. À la fin de ma présentation, le membre du conseil d'administration le plus sceptique quant à mon leadership, un investisseur conservateur qui avait initialement soutenu Hélène, s'est éclairci la gorge. Je pense parler au nom de nous tous en disant que Richard serait extrêmement fier de ce que vous avez accompli, Morgan. Vous avez non seulement stabilisé Bennett Technologies pendant une période potentiellement désastreuse, mais vous l'avez aussi positionné pour une croissance au-delà de ce que beaucoup d'entre nous croyaient possible. Ce soir-là, je me suis rendu sur la tombe de mon père pour la première fois depuis les funérailles. J'avais apporté une petite bouteille de son scotch préféré et 2 verres, dont un pour chacun de nous. Alors que le soleil couchant baignait le cimetière d'une lumière dorée, on a réussi, papa, ai-je dit doucement en posant mon verre sur celui que j'avais posé sur sa pierre tombale. Bennett Technologies est en sécurité et elle se développe à nouveau. J'aimerais que vous puissiez le constater. Alors que le crépuscule s'épaississait autour de moi, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis sa mort. L'entreprise était en sécurité. Les employés étaient protégés. Son héritage perdurerait, et j'avais enfin trouvé ma place au sein de cet héritage, non seulement en tant que fille de Richard Bennett, mais aussi en tant que leader à part entière. 1 an après la confrontation au sein du conseil d'administration qui a tout changé, j'étais à la tribune lors de notre fête annuelle d'entreprise, observant les visages de la famille Bennett Technologies. Certains m'étaient familiers, car j'avais fréquenté le bureau de mon père pendant mon enfance. D'autres m'avaient rejoint sous ma propre direction. Tous faisaient désormais partie une entreprise florissante qui a non seulement survécu à une catastrophe imminente, mais en est ressortie plus forte. Lorsque mon père a fondé cette entreprise il y a 27 ans, il avait une vision simple mais puissante, créer une technologie qui améliore la vie des gens, au sein d'une entreprise où les gens étaient valorisés pour leur contribution plutôt que pour leur titre. Aujourd'hui, nous ne nous contentons pas d'honorer cette vision, nous la développons. Les 6 derniers mois ont été marqués par une croissance et une innovation constante. La plateforme Phoenix est devenue la référence du secteur en matière de sécurité financière, remportant des prix prestigieux et générant des bénéfices records. Nous avions ouvert un nouveau centre de développement, créé 43 nouveaux emplois et mis en œuvre le programme de participation des employés aux bénéfices dont mon père avait toujours parlé, mais jamais finalisé. Après mon discours, tandis que les employés et leurs familles profitaient de la fête, Thomas s'est approché avec une coupe de champagne. Richard aurait adoré ça, dit-il en désignant la salle bondée d'un signe de tête. L'entreprise solide, l'avenir prometteur et sa fille à la barre, tout ce qu'il désirait. Presque tout, répondis-je. Reste l'aspect familial. Malgré la réussite professionnelle, ma relation avec ma belle famille restait compliquée. Après la confrontation initiale et les accords juridiques, nous avions gardé une distance de sécurité. Mais récemment, je commençais à me demander si une séparation définitive était vraiment la meilleure solution. 2 semaines après la fête d'entreprise, j'ai pris une décision qui m'a surpris moi-même, j'ai invité Hélène à déjeuner. Nous nous sommes rencontrés dans un lieu neutre, un restaurant chic à mi-chemin entre sa nouvelle maison et son bureau. La gêne initiale était palpable tandis que nous échangions des plaisanteries guindées et commandions nos plats. Finalement, j'ai abordé le sujet qui n'était pas abordé. Je ne t'ai pas fait venir pour ressasser le passé, Hélène. Ce qui est arrivé est arrivé. Mais j'ai réfléchi à ce que papa voudrait maintenant, et je ne pense pas que ce soit cette guerre froide qui perdure. Elle m'observa d'un regard calculateur dont je me souvenais bien. Que proposes-tu exactement, Morgan? Pas un arrangement commercial, pas un semblant de lien mère-fille, juste la paix. Une reconnaissance du lien que nous avons par l'intermédiaire de papa, qu'on le veuille ou non. Et Brandon et Ashley, l'invitation s'étend aussi à eux, même si je soupçonne que Brandon sera moins réceptif. Hélène sirota son vin pensivement. Il avait pris la faillite de Reynolds personnellement, son poste là-bas ne s'était pas concrétisé comme promis. Et Ashley, fiancée, déménage en Californie avec son fiancé. Hélène hésita avant d'ajouter, elle pose parfois des questions sur l'entreprise. Je crois qu'elle regrette la fin des choses. Notre conversation est restée polie, abordant des sujets neutres et abordant avec prudence les aspects encore sensibles du passé. Nous ne nous sommes pas quittés en amis, mais peut-être avec une certaine amitié.
C'était un début. Brandon, comme prévu, a repoussé ma proposition, même si sa situation l'avait quelque peu humilié. Le concurrent qui l'avait embauché avait réduit ses effectifs 6 mois plus tard, et il travaillait désormais pour une entreprise beaucoup plus petite et beaucoup moins prestigieuse. Nos chemins se croisaient occasionnellement lors d'événements professionnels, où nous faisions preuve d'une courtoisie professionnelle minimale. Ashley s'est montrée plus réceptive. Avant son déménagement en Californie, nous nous sommes rencontrés pour un café où elle s'est excusée, gênée mais apparemment sincère, pour la campagne menée contre moi sur les réseaux sociaux. Je me suis laissé emporter par le récit de maman et de Brandon, a-t-elle expliqué. C'était plus facile que de me forger ma propre opinion. Nous faisons tous des choix en fonction des informations et des émotions que nous avons sur le moment, ai-je répondu en pensant à mon propre parcours. La question est de savoir ce que nous en apprenons. Ces premiers pas vers la réconciliation familiale étaient importants, mais ils étaient secondaires par rapport à la profonde croissance personnelle que j'avais connue au cours de l'année écoulée. Diriger Bennett Technologies m'avait transformé d'une manière que je n'avais pas anticipée. J'avais appris à me fier à mon instinct tout en restant ouvert aux conseils. J'avais découvert des réserves de force et de résilience que je ne soupçonnais pas. Plus important encore, j'avais trouvé mon propre style de leadership, différent de celui de mon père à bien des égards, mais ancré dans les mêmes valeurs fondamentales d'intégrité, d'innovation et d'attention sincère aux personnes. La plus grande reconnaissance ne provenait pas des états financiers ni de la reconnaissance du secteur, mais de la culture que nous étions en train de reconstruire. Les employés se sentaient à nouveau responsables de leur travail et fiers de la mission de l'entreprise. L'environnement toxique de secret et de favoritisme qui avait caractérisé le bref règne d'Hélène et de Brandon avait laissé place à la transparence et à des opportunités fondées sur le mérite. À l'anniversaire du décès de mon père, j'ai créé la bourse d'innovation Richard Bennett, un programme interne visant à financer les idées des employés qui, autrement, auraient pu être considérées comme trop expérimentales pour les canaux de développement traditionnels. Le premier bénéficiaire était un programmeur junior dont le concept de protocole de sécurité adaptatif allait devenir notre prochain produit révolutionnaire. Ton père approuverait, m'a confié Diana après l'annonce de la subvention. Il disait toujours que les meilleures idées viennent rarement du sommet de l'organigramme. J'essaie simplement de créer l'entreprise qu'il avait imaginée, ai-je répondu. Non, a-t-elle gentiment corrigé, tu crées l'entreprise que tu imagines, et c'est exactement ce qu'il voudrait. Ces mots m'ont marqué, déclenchant une prise de conscience qui s'était construite progressivement au fil des mois. J'avais passé tellement de temps à honorer l'héritage de mon père que je n'avais pas pleinement pris conscience de la façon dont il avait évolué entre mes mains. Bennett Technologies n'était plus seulement l'entreprise de mon père. Elle devenait aussi la mienne, façonnée par mes propres idées et valeurs. Cette prise de conscience a sans doute conduit à la décision la plus importante de ma carrière à ce jour. Après mûre réflexion et consultation du conseil d'administration, j'ai officiellement pris mes fonctions de PDG, tandis que Thomas devenait président du conseil d'administration, où son expérience et sa sagesse continueraient de nous guider. Mon premier geste en tant que PDG a été de formaliser une pratique que je pratiquais jusque-là de manière informelle, une approche du leadership centrée sur l'autorité acquise plutôt que sur le pouvoir lié à la position. La véritable propriété ne se résume pas à des documents juridiques, ai-je rappelé à mon équipe de direction, reprenant les paroles de mon père. C'est une question de vision, de responsabilité et de cœur. Cette philosophie s'est étendue au-delà de la direction et s'est étendue à tous les niveaux de l'entreprise. Nous avons mis en place des processus décisionnels collaboratifs, des canaux de communication transparents et des systèmes de reconnaissance pertinents qui valorisaient les contributions de tous les membres de l'organisation. Les résultats parlent d'eux-mêmes. La fidélisation des employés a atteint un niveau record. L'innovation s'est accélérée, chacun se sentant libre de proposer des idées originales. Notre réputation dans le secteur est passée de performant à innovateur de premier plan, attirant les meilleurs talents et offrant des opportunités de partenariat prometteuses. 18 mois après la confrontation au conseil d'administration, je me trouvais dans mon bureau toujours celui de mon père à bien des égards, même si j'y voyais désormais des traces de ma propre personnalité et je réfléchissais au chemin parcouru. L'entreprise prospérait au-delà de mes prévisions les plus optimistes. L'équipe était dynamique et soudée, et j'avais trouvé ma place, non pas en tant que fille de Richard Bennett héritant des commandes, mais en tant que Morgan Bennett, une dirigeante qui avait mérité le droit de guider l'entreprise vers l'avenir. La leçon la plus profonde de ce parcours ne concernait pas la stratégie commerciale ou la gouvernance d'entreprise. Il s'agissait de croire en soi-même lorsque les autres n'y croient pas, de trouver le courage de défendre ce qui est juste, même lorsque cela semble impossible. Mon père m'avait donné les outils et les opportunités,
mais la force de les utiliser venait de l'intérieur. Alors que je me préparais pour une réunion du conseil d'administration où nous allions discuter de l'expansion internationale, un rêve que mon père n'avait jamais vraiment réalisé, j'ai touché sa photo sur mon bureau et j'ai souri. Nous ne faisons que commencer, papa, murmurai-je. Cet après-midi-là, alors que je guidais avec assurance le conseil d'administration dans le cadre de notre stratégie d'expansion, j'incarnais la vérité que j'avais découverte au cours de cette expérience. Parfois, l'héritage le plus précieux ne réside pas dans les documents juridiques, mais dans la confiance que l'on a en vous et, en fin de compte, dans la confiance que vous développez en vous-même. Avez-vous déjà dû vous défendre face à des personnes qui tentaient de vous mettre à l'écart? N'hésitez pas à partager vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Parfois, les batailles les plus difficiles mènent aux plus grandes victoires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui aurait besoin qu'on lui rappelle qu'il est plus fort qu'il ne le pense. Merci d'avoir écouté mon histoire, et n'oubliez pas, votre vraie valeur n'est jamais déterminée par ceux qui vous sous-estiment.